Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, format spécial, on part sur le thème podcast avec un invité de marque. Restez bien jusqu'à la fin car j'aurai un cadeau pour vous. Donc voilà, déjà, est-ce que tu veux un petit peu te présenter justement pour la communauté, savoir un petit peu qui tu es, dis ce que tu veux dire, ce que tu peux dire. Oui, moi je suis dans la blockchain depuis, j'ai découvert Bitcoin en 2013 à peu près, de manière un peu sur un site de torrent en fait tout simplement où tu pouvais donner des donations en Bitcoin. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, je me suis un peu intéressé à ce que c'était. J'habitais à Montréal à l'époque, il y avait pas mal de meet-up autour de Bitcoin et de la cryptographie en général. Donc je me suis un peu penché dessus, j'ai pas acheté à ce moment-là du tout parce que c'était vraiment très complexe et que je pensais que ça ne marcherait pas tout simplement. Donc je m'intéressais du coin de l'œil mais sans plus. Et je me suis réintéressé de manière plus proactive à partir de 2015, fin 2015, tout début 2016. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment arrêté de regarder ce qui se passe autour. Et j'ai rejoint Realty été 2020. Voilà, je les ai rejoints. Alors moi, à la base, j'ai un parcours ce qui est peut-être pas intéressant pour la communauté, mais j'ai un parcours moi à la base dans le marketing et dans tout ce qui était gestion de projet plutôt événementiel et de musique. Donc j'ai beaucoup travaillé en Asie, en Europe, un peu sur Paris et en Amérique du Nord avec des labels et des festivals du coup. Et puis en fait, du coup depuis 2016-2017, je m'intéressais vraiment plus à la blockchain. J'étais un peu fatigué de entre guillemets de tout, d'être toujours un peu sur la route et des choses comme ça. Et du coup j'ai commencé à regarder comment travailler plus dans la blockchain. Donc j'ai travaillé un peu en tant que consultant avec quelques projets blockchain, mais qui n'ont pas vraiment spécialement abouti. Puis j'ai rejoint Realty du coup en 2020. Voilà. D'accord. Beau parcours. Merci. En tout cas, on essaye de suivre les passions et donc voilà. Et donc moi chez Realty, juste pour finir le point, ça va pas être le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je les ai rejoints pour m'occuper de tout ce qui était marketing et relations médias, presse et créateurs de contenu. Et voilà, principalement. D'accord, oui, d'où le fait qu'on soit justement rentrés en relation tous les deux. Exactement. En fait, tout ce qu'on va parler aujourd'hui dans la vidéo, c'est plus de la côté. Alors évidemment, ça peut servir dans certaines discussions qu'on a en interne, mais de manière générale, c'est pas du tout mes fonctions chez Realty. Je travaille pas du tout au niveau blockchain, au niveau tout ça. Là, c'est vraiment du perso et voilà. Ouais. Oui, là, c'est discussion en tant que toi, hors justement Realty, c'est toi personnel. Oui, mais c'était pour recadrer la communauté. Tu parles beaucoup de Realty, donc au moins on recadre comment on est rentré en contact, pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui, et voilà. Pour parler justement un petit peu blockchain, et on va parler un petit peu sécurité, parce que dernièrement, on peut voir que ce soit sur la plateforme, donc en tant qu'échangeur FTX, ou en tant que wallet sur des wallets type MetaMask, des personnes qui ont perdu leurs fonds ces derniers temps. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Alors oui, ce que j'en pense, c'est toujours un peu délicat. Moi, j'ai un pied dans des plateformes plutôt CeFi, donc et Exchange. Et puis après, j'ai quand même une grosse partie en DeFi. Premier point, c'est toujours de se diversifier. Moi, j'essaie de ne pas être exposé à une seule plateforme le cas échéant parce que justement, des crashs comme FTX ou Celsius en début d'année, c'est compliqué. Et on pense qu'on peut avoir de la confiance dans ces plateformes, mais au final, pas du tout parce qu'on délègue du coup ses fonds et ses privés et du coup ce qui peut arriver. Mais en même temps, de l'autre côté, dans la DeFi, il y a aussi d'autres risques, sans parler de hack ou de perte de sa seed ou choses comme ça. Il y a aussi, quand on voit ce qui se passait sur Terra Luna, ça restait aussi de la DeFi. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Moi, j'essaye d'être diversifié. Évidemment, je recherche pas mal sur les plateformes, sur donc les exchanges ou les plateformes type. Alors, je suis pas dessus, mais type Celsius, Nexo et choses comme ça. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de se diversifier pour pas être exposé à une seule plateforme ou en tout cas à une seule source de risque. Ça, c'est le premier point. Et après, pour tout ce qui va être plutôt MetaMask et wallet non custodial, là, c'est comment tu gères et comment les gens protègent leurs clés privées. Il y a des bonnes pratiques à faire et d'autres à éviter. Alors après, c'est toujours pareil, tout dépend de la taille des fonds. Voilà. Après, si tu as des questions plus précises, on peut y aller, mais...
Oui, quand tu veux dire tout dépend de la taille des fonds, en fait, ça va dépendre forcément du montant qu'on a, que le plus gros de notre montant soit pas mis sur un MetaMask sans sécurité ou laissé sur une plateforme. Bah, c'est ça, mais surtout aussi, c'est pas tant, même si tu as un ledger, demain tu achètes un ledger, un trésor, peu importe, on va rester sur ledger et trésor sans aller plus loin, les autres sont moins connus. Ok, tu as un ledger, ta clé privée, elle est sécurisée sur ledger, mais après, tu n'es pas à l'abri d'agir avec un smart contract fraudulent et qui va te vider ton wallet. Donc, il y a aussi des bonnes pratiques de comment gérer les smart contracts, d'être bien sûr des transactions que l'on fait. Et il y a aussi la gestion de la seed. Tu achètes un wallet Ledger, mais tu mets ta seed, tu l'enregistres sur une note dans ton ordinateur non sécurisé. Bon, bah, si ton ordinateur est vérolé, tu as tout perdu aussi. Donc, en fait, c'est pas tant le fait d'avoir un wallet non custodial, c'est aussi de comment tu protèges ta seed. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui, par peur de perdre justement le papier chez eux, un cambriolage, une perte, choses comme ça, préfèrent mettre ça dans un ordinateur sur une note privée ou choses comme ça. Moi, ça, c'est des pratiques où j'estime qu'avec un portfolio qui va, 1000, 2000, peut-être 3000 euros, pourquoi pas, parce qu'il y a peut-être moins de risques, et voilà. Dès que tu as des fonds un peu plus gros, bah, c'est peut-être mieux de sécuriser sa seed sur, tu vois, des plaques en acier ou des choses comme ça, que tu vas pouvoir, qui vont être protégées des intempéries, d'un feu, choses comme ça déjà. La mettre à plusieurs endroits différents, voire la splitter, donc mettre 50% de ta seed phrase chez toi, 50% chez quelqu'un de ta famille, chez un ami, peu importe, mais en tout cas d'essayer de spread un peu ça. Après, c'est faut faire de la confiance, mais en fait, c'est toute la partie complexe du non custodial, sans rentrer dans des choses un peu parano. Voilà, le risque, il est aussi présent. Voilà, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer chez soi, donc il faut juste trouver qu'est-ce qui te sécurise toi à la hauteur des fonds que tu as. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de répondre à ça. En tout cas, ne jamais sauvegarder la seed sur son ordinateur, à part pour un wallet où tu vas mettre 1000 euros parce que tu te balades, tu fais des essais, choses comme ça. Pourquoi pas, c'est plus convenient, j'ai pas le mot, facile d'accès, on va dire, et d'utilisation, mais après, voilà, ça c'est plutôt ces pratiques-là. Et après, c'est comment aller sur... tu vois, par exemple, MetaMask, qui est très bien pour avoir un accès à la DeFi, tu connectes ta clé Ledger et puis après tu y vas. Mais MetaMask, tu vois jamais les transactions que tu fais. Donc après, il y a peut-être d'autres plugins à ajouter qui, au moment d'une transaction, va vraiment te décortiquer complètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, avec quel smart contract tu interagis. Et au moins, ça te met des red flags si jamais ça en est. Et donc, tu es en pleine conscience, tu sais vraiment ce que tu signes, ce que tu fais comme transaction, des choses comme ça. Donc ça, moi, je peux vous donner des liens. En tout cas, il y en a une qui est très connue, qui n'est pas très connue, mais qui marche bien et qui est plutôt la meilleure dans ça. Ça s'appelle Fire, joinfire.xyz. Je te donnerai le site si tu veux pour mettre le lien. Ça peut être sympa à ajouter. Oui, je veux bien justement pour le mettre en description pour aider un peu tout le monde. Tu vois, ça c'est des détails comme ça, au moins tu vois vraiment exactement le détail, c'est écrit, et c'est écrit avec un langage, c'est écrit en anglais par contre, hein, c'est pas un wallet qui est francophone, mais c'est pas un wallet d'ailleurs, c'est un plugin, mais tu vois, c'est écrit vraiment, là vous allez interagir avec tel smart contract, vous allez faire ça, vous donnez l'autorisation d'utiliser l'intégralité de votre wallet ou en termes d'approval. Donc choses comme ça, au moins c'est vraiment très détaillé, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu signes. Donc ça, pour moi, c'est déjà un plus. C'est pas garanti de te protéger, mais en tout cas, c'est un plus. Tu sais ce que tu signes. Oui, c'est en se mettant plusieurs sécurités justement que ça permet d'avoir de plus en plus de sécurité au final, d'être plus serein. T'es en plein contrôle. Au moins, tu sais ce que tu signes parce que encore que après, il faut toujours cadrer. Il y a des gens qui vont utiliser que des sites type AV, le RMM de Realty, tu vois, des choses qui sont très assez cadré, mais dès que tu vas un peu plus, que tu veux aller un peu plus sur d'autres projets DeFi qui sont peut-être moins connus, très gros déjà pour les gens qui s'intéressent à la blockchain et aux crypto, là tu prends un peu plus de risques parce que tu sais jamais si le smart contract il a été bien audité. Même s'il a été audité, il y a peut-être des choses qui ont évolué entre le moment de l'audit et à l'instant où toi tu vas interagir avec. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui sont toujours... donc c'est toujours bien de savoir exactement ce que tu signes. Et donc ça c'est le premier point que je te dirais, en plus d'utiliser un ledger couplé à MetaMask. Pour les gens, même moi j'irais plus loin, moi j'utilise pas du tout MetaMask parce que je trouve que MetaMask il y a quand même pas mal de problèmes autour. Moi j'utilise un wallet qui s'appelle Rabi, qui est fait par l'équipe de Debank. Alors Debank à la base c'est un tracker de portfolio, donc ça te permet, tu mets une adresse
une adresse 0x, et puis en fait tu traques un peu toutes les transactions, exactement tout ce qu'il y a sur cette adresse. Et en fait cette équipe-là ont créé leur propre wallet, donc c'est un wallet qui est compatible avec Brave, Chrome et je crois que c'est tout. Je crois qu'ils sont en train de travailler sur Firefox, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et du coup, Rabi est déjà un peu mieux que MetaMask parce qu'il y a plus de sécurité, tu vois un peu plus de transparence au niveau de ce que tu fais. Donc après, voilà, c'est pas une grande différence, mais en tout cas en termes d'ergonomie, c'est peut-être un peu mieux que MetaMask. Voilà. Bon, après, ça, je te donnerai les liens. Après, il faut que les gens aillent regarder, faire des essais sur ce qui te convient. Mais en tout cas, Oui, que tout le monde se renseigne. c'est ça, ouais. Moi, je dirais juste dès que tu dépasses les 2 000 euros, 3 000, après, ça dépend des tailles de portefeuille, ça dépend aussi de 1 000 euros pour certaines personnes, c'est beaucoup, voilà, pour d'autres, c'est rien. Donc, c'est toujours, voilà, mais en tout cas, dès que tu sens que c'est un peu plus d'argent que ce que tu te permettrais de perdre, même si on n'a pas envie de perdre, mais je pense qu'on a tous un levier où on se dit, bon, ok, là, c'est pas un si gros risque que ça. Déjà, investir dans un ledger ou un trésor, et puis après, déjà, tu te sécurises un peu mieux, et puis après, mettre d'autres plugins pour se protéger. Et surtout, le dernier point, après on peut rentrer plus en détail, mais comme ça je te fais une petite review un peu plus large. Dès que tu interagis avec un smart contract où finalement tu as un peu de doute, des choses comme ça, ne pas hésiter à aller sur un site, moi j'utilise revoke.app. Ouais. Et en fait sur ce site, tu te connectes, je pense que ça c'est déjà connu. Et moi, une fois par semaine, je désautorise tout ce que j'ai autorisé en fait, pour être sûr que même si moi les smart contracts avec lesquels j'interagis a priori sont safe, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc au moins toutes les semaines je remets à zéro et bon, après tu payes une petite transaction. C'est sûr, quand tu es beaucoup sur Ethereum, c'est un peu plus, ça coûte un peu plus, mais dès que tu es sur du Polygon, XDAI, Gnosis, en l'occurrence ça coûte rien, donc c'est pas si grave de réautoriser, au moins tu es un peu plus safe en faisant ça. En tout cas à mon sens, ça amène un peu plus de sécurité. Oui, voilà, justement, ça reste une sécurité en plus à chaque fois de résilier justement les contrats avec lesquels on a interagi. Sachant que, étant donné que la technologie évolue, les hackers, eux aussi, évoluent du niveau compétences. Peut-être qu'aujourd'hui, un contrat est audité où il n'y a pas de problème, mais peut-être que dans une semaine, 2 semaines, c'est pas impossible qu'il arrive à se faire hacker. Il y a de ça, et puis après, il y a déjà ça, en effet. C'est toujours un jeu du chat et la souris entre le hacker et les équipes. Après, il y a aussi le fait qu'une équipe en interne peut avoir une faille. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc c'est toujours bien d'essayer de se protéger. Pas non plus au jour le jour. Après, je pense que c'est à chacun de trouver aussi le bon dosage. Moi, je te dis, je le fais toutes les semaines. Une fois par semaine, je désautorise tout. Et puis après, dans ma semaine, je réautorise certains contrats. Il y en a que je réautorise pas parce qu'en fait, je vais pas toutes les semaines sur les mêmes smart contrats. Et voilà. Donc, et au moins, ça permet de nettoyer un peu et d'être sûr alors sûr, encore une fois, à 95%, on va se dire, ou 99%, en tout cas, pour pas dire 100%, mais en tout cas, tu te protège un peu d'éventualités de hack ou de problèmes. Oui, voilà, c'est le fait d'ajouter en fait des mesures de protection petit à petit à force d'utiliser justement la blockchain. Oui, parce que je pense que déjà quand tu sais ce que tu signes, au moins tu le sais, tu es en pleine conscience. Si tu sais que ça te dit attention, ce smart contract, il pourrait y avoir des problèmes, si tu le signes, au moins tu sais ce que tu as fait. Parce que des fois avec MetaMask, tu le sais pas. Si tu sais pas lire le code qui est écrit, c'est compliqué de savoir exactement ce que tu signes des fois sur MetaMask. En tout cas, de comprendre la transaction que tu fais, c'est plutôt ça. Donc au moins déjà ça peut aider. Et puis après, une fois par semaine ou même tous les jours en fonction de ta fréquence et dont voilà. Tu désautorises les smart contracts avec lesquels tu as agi. Donc au moins, même si le smart contract a un problème, tu perdras juste les fonds qui sont dessus et ça ne pourra pas venir te drainer un peu plus ou en fonction des autorisations que tu as données. Donc, et après, pareil, mais ça sur MetaMask, tu ne peux pas toujours le faire. Des fois, tu as des contrats qui te disent on va vous demander un accès illimité à de l'USDT, par exemple, en fonction de ce que tu déposes. Peut-être essayer toujours de baisser, de se dire non, je donne un accès à $500, 1000, en fonction de combien tu veux déposer. Au moins, tu limites un peu le risque parce que ça donne l'autorisation que d'aller prélever si smart contract a un problème. Il va venir prélever que 1000 USDT si tu as mis 1000, plutôt que l'intégralité si tu n'as pas mis de limite, en fait. Donc, il y a aussi des petites choses comme ça. Mais là, sur MetaMask, il me semble que tu peux pas choisir le montant. Je crois qu'il est fait de base, c'est le smart contract qui le dit et tu peux pas le modifier. Alors là-dessus, j'ai eu justement l'écho d'un abonné qui m'a parlé sur le groupe Telegram, qui lui m'a dit que justement il arrivait à modifier le montant et qu'il mettait plus illimité, qu'il mettait justement une limite sur MetaMask. J'ai pas testé.
bah c'est cool alors, parce que moi ça fait bien 1 an que j'utilise plus MetaMask, alors 2 de temps en temps pour tester, mais j'avoue que là ça fait bien 6 mois que j'ai pas été sur MetaMask, donc s'ils ont implémenté ça c'est très bien. De mémoire par le passé c'était pas le cas, c'est pour ça que je dis peut-être. Si tu peux le faire, moi je pense que ouais, j'invite les gens à chaque fois qu'ils signent une transaction en fonction des montants qu'ils autorisent, de les baisser pour être sur des choses un peu plus qui vont pas les embêter sur leurs transactions au quotidien, mais qui vont créer une limite encore une fois supplémentaire, quoi. Voilà, qui permet au cas où, en cas de hack du moins du contrat, de se faire prélever, mais moins de fonds que ce qu'on possède. Exactement. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais de la seed phrase, de potentiellement faire graver sur une plaque métal. Chose que moi j'ai remarqué, c'est que pour faire graver, tu vas forcément passer par une société externe et donc du coup divulguer tes mots. Ah non, pas du tout. Non, tu as des solutions. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise plusieurs marques. J'ai plus les noms en tête et j'en ai pas une en priorité. Et puis, je suis pas là pour faire vraiment de la pub. Mais je crois que sur Ledger en vendent une de CryptoSteel qui marche bien. T'as SafePal qui est un autre wallet qui a été financé par Binance, qui appartient pas du tout à Binance. Hein. C'est juste, c'est eux ils font partie des investisseurs, qui marche plutôt bien. Hein. SafePal, c'est un bon wallet concurrent à Ledger. Voilà. La différence, c'est que SafePal, c'est pour ça que j'en parle pas trop, ne peut pas se connecter à MetaMask. Donc, tu peux tout faire de l'application mobile. En tout cas, tu as beaucoup plus de choix qu'avec le Ledger Live. Mais par contre, tu peux pas te connecter à MetaMask. Donc, t'as des limitations en fonction de ce que les gens veulent faire. C'est pour ça que, voilà, mais ça reste un wallet intéressant. En tout cas, tout ça pour dire que eux vendent aussi leur propre plaque de métal. En gros, le principe, c'est que ce soit CryptoSteel, SafePal ou tu as d'autres marques, pareil, je pourrais te donner des liens et comme ça, si tu veux les ajouter, les gens auront un choix. Si tu veux, en fait, tu reçois la plaque, tu reçois plein de petites lettres, du coup en métal, que tu glisses en fait dans ce wallet et après ça va, c'est une sorte de wallet, et après ça se ferme de manière hermétique et du coup ta seed est à l'intérieur. Ça c'est le cas de CryptoSteel et de ce truc de SafePal. Après, tu en as d'autres où tu reçois un marteau avec un poinçon, et là, c'est toi qui vas venir graver ta plaque avec le marteau et le poinçon. Je crois que ça, c'est CryptoZeus ou Zeus, j'ai plus le nom, mais en tout cas, il y en a un qui est assez connu, je te donnerai le nom si tu veux, aussi. Oui. CryptoTag de Zeus, je crois, mais en tout cas, je retrouverai les liens, je te les enverrai. Alors ça, c'est voilà, mais ça coûte plus cher. Ça, je crois que c'est quasi à $250 le package. Donc, faut déjà avoir des fonds à vouloir les protéger pour faire ça. Et là, tu poinçonnes vraiment ta plaque toi-même. Les autres marques là que j'ai dit juste avant, je pense que tu es entre 50 et maximum $100. Donc c'est déjà un peu plus raisonnable et accessible. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ton degré de sécurisation. Tu vois, les gens savent où ils habitent, connaissent leur voisinage. Tu vois, il y a plein de choses aussi autour qui vont où tu dois amener de la granularité en fonction de ton impression autodrise. Tu vois, si tu habites tout seul dans une maison, bon bah tu sais que s'il y a un incendie, bah il y a peu de chances que il y ait des voisins qui puissent intervenir en temps et heure. Si tu habites dans un immeuble, potentiellement tu as plus de chances que s'il y a un départ d'incendie, vu que ça va affecter tout l'immeuble, il y a peut-être plus de chances que les gens arrivent plus vite et que des choses soient plus sauvées. Tu vois, j'en sais rien. Après, je pense que ça dépend de beaucoup de choses et voilà, ça dépend aussi de comment tu veux partager ta seed. Est-ce que tu la protèges à plusieurs endroits? Est-ce que tu la gardes juste chez toi? Est-ce que tu as un jardin, tu l'enterres? Tu vois, il y a plein de choses. Donc là, c'est un peu délicat d'aller plus loin. Je pense que chacun va trouver sa manière de se protéger et de protéger sa seed en fonction de son appétence au risque et de son entourage. Je pense que là, c'est très personnel. Et après, surtout, ce qui est intéressant de mettre en place, c'est un 25e mot qui va venir protéger les 24 premiers, en fait. Alors ça, je connais pas du tout. Alors ça, c'est un peu plus complexe. En gros, sur ton Ledger, tu peux créer un wallet ou plusieurs wallets, parce que toujours, après, tu peux créer plusieurs 0x avec une seule seed phrase. Je pense que tu l'as remarqué sur Ledger Live, tu as... je crois que c'est 8 wallets qu'il te crée. En tout cas, tu as plusieurs wallets qui sont avec la même seed phrase. Oui, ils sont et en fait, après, tu peux ajouter... Voilà, c'est ça. Et après, tu peux ajouter un 25e mot qui va créer un autre wallet à l'intérieur de... En fait, ça te recrée un deuxième wallet à l'intérieur de la Ledger, mais qui, lui, n'est accessible que quand tu as le 25e mot. Donc, c'est-à-dire que si demain, tu as quelqu'un qui vient chez toi, qui te braque, et que tu es plus ou moins obligé de donner tes 24 mots, ou tes 12, mais en l'occurrence, on va rester sur Ledger, tu donnes tes mots. La réalité, c'est que la personne va avoir accès à un premier wallet
Alors, admettons, sur ce wallet, tu laisses $500, $1000, quelque chose de plausible. Ok, voilà, c'est mon wallet. La personne peut prendre tout cet argent. Donc, ok, ça c'est perdu. Mais en fait, la personne ne saura jamais que tu as un autre wallet qui est caché parce que lui est accessible justement uniquement avec ce 25e mot. Donc après, admettons, ça arrive. La personne n'a pas volé tes 24 premiers mots. Non, voilà, la personne a volé l'argent qu'il y avait sur ce wallet-là, très bien. Tu remets tes 24 mots sur un nouveau ledger, tu remets le 25e et automatiquement tu as ton wallet qui était caché qui aura dû paquer là en fait. D'accord. Alors Là, ça, je pourrais pas rentrer j'en ai jamais dans les entendu détails parler. de comment le faire si tu veux. Je pourrais pas là, ce serait trop court. Par contre, si ça a un peu intéressé ta communauté, pourquoi pas refaire un call où là on peut expliquer de pas à pas, si tu veux, comment faire ça sur un ledger, si ça peut intéresser les gens. Mais donc ça peut être aussi une manière de sécuriser un peu plus encore profondément en fonction des fonds que tu as. Maintenant, c'est plus de risque parce que ce 25e mot, logiquement, par principe, t'es pas censé le noter, t'es censé le noter nulle part. Idéalement, tu es le seul à le connaître. Donc, faut être aussi sûr qu'il ne t'arrive rien parce qu'admettons, il y a toujours toutes ces questions de t'arrive quelque chose, comment tu transmets ça à ton entourage, le cachant si c'est une envie, tu vois. Donc après, c'est plein d'autres questions. Et encore une fois, là, je pense que c'est propre à chacun. C'est pour ça que moi, pour revenir à ta question initiale, j'essaie de diversifier entre des plateformes exchange, CeFi et puis du très décentralisé parce que je pense qu'il faut avoir une balance en fonction de ce que tu veux faire et puis de toutes ces questions aussi de transmission ou de plein de choses en fonction de ce qui peut arriver, quoi. Oui, pour éviter justement de tout avoir à un seul endroit si on a un problème. Oui, et puis oui, c'est ça. C'est toujours si le tu même es le principe. seul à connaître où tu as caché tes 24 mots ou si tu es le seul à connaître le 25e mot, si malheureusement demain il arrive quelque chose, C'est perdu. comment ton entourage peut aussi récupérer. Non, mais si toi, toi tu as un accident, moi j'ai un accident, peu importe, quelque chose arrive, malheureusement, tu vois, c'est comment ton entourage va avoir accès. Donc ce 25e mot, idéalement tu le notes nulle part, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui est un hint, en fait, une astuce pour que les gens, ton entourage puisse se retrouver. Donc en fait, c'est plein de questions que les gens, c'est très personnel là, je pense. Mais ce 25e mot, l'idée, c'est que tu le notes nulle part. C'est-à-dire que tu as les 24 mots qui sont très bien, ok, elles sont protégées. Tu fais un 25e mot où tu es le seul à avoir accès et ce qui va débloquer un wallet secret, entre guillemets. En fait, c'est comme s'il y avait un wallet en dessous le premier, quoi. D'accord, ouais, ça c'est très intéressant. Après, forcément, je pense qu'arriver à ce stade-là, c'est que les fonds sont quand même assez élevés. Oui, j'imagine. Après, je pense que ça dépend aussi de ton taux de, entre guillemets, on en parlait un peu avant le call, de ton taux de paranoïa, quoi. C'est toujours un peu le... Oui, en fonction de l'argent qu'on va mettre, justement. Oui, mais même, je pense que l'argent, c'est... Tu vois, j'ai rencontré des gens il y a quelques années, ou même il y a 2 ans, là, à l'Ethereum Paris, Ethereum CC, tu as des gens qui, même pour du 2-3 000, ont déjà un 25e mot, voire ont des wallets multisig, parce que pour eux, c'est aussi des bonnes pratiques à avoir dès maintenant, parce qu'au moins, en fonction de l'évolution du portfolio, ils auront déjà ces pratiques-là. Donc, en fait, c'est toujours un peu... moi, je pense que ça me paraît pas nécessaire avec ce type de somme. Maintenant, c'est propre à chacun. Si les gens ont envie de prendre le temps de le faire, c'est toujours mieux parce que ça reste de la sécurisation en plus. Et donc, au moins, quand ton portfolio évoluera, tu sais que les sécurités sont déjà là, quoi. Parce que à l'inverse, tu crées ton ledger avec tes 24 mots, ton portefeuille évolue. Après, créer ton 25e mot, ça veut dire aussi que tu vas devoir tout transférer vu que c'est pas le même wallet. Donc, ça peut être aussi, tu vois, des choses où les gens vont peut-être pas avoir envie de faire ça parce qu'après il y a une forme de, on se connaît, nous êtres humains, il peut y avoir une forme de fainéantise, de je remets tout à demain. Oui. Donc c'est aussi après, tout ça c'est propre à chacun. C'est vraiment, moi je pense que oui, évidemment pour $100 a priori tu vas pas faire tout ça, mais après voilà, ça reste très personnel à mon avis. Ouais. Effectivement, moi justement j'ai eu le cas sur la plateforme Realty où j'ai commencé par exemple avec un compte MetaMask, mais en même temps je mettais la première fois j'ai mis $50 sur la plateforme. Donc pas de sécurité, rien du tout, puis petit à petit le portefeuille évolue, et là on commence à se rendre compte que finalement il faut augmenter les sécurités, et au final comme tu dis ça peut être intéressant de déjà avoir une sécurité optimale sur son portefeuille, et comme ça s'il vient évoluer dans le temps, il n'y a plus cette question à se poser. Oui, après encore une fois c'est pas ultra, t'envoies des tokens, alors nous chez Realty c'est un chouïa, ça peut être un chouïa plus contraignant parce que tu dois faire whitelister ton deuxième wallet. Alors, c'est un détail, hein, ça va assez vite, mais globalement, ça peut être contraignant de devoir passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction du temps, d'envoyer tous tes tokens de ton premier wallet vers un wallet plus sécurisé. Donc, c'est pour ça que je pense que chacun, en fonction de son parcours d'investissement, de sa vision long terme ou non, va aussi choisir
les sécurités qu'il met sur telle ou telle wallet. Et après, il y a aussi, on parlait de diversifier. Si les gens peuvent se le permettre, c'est bien d'avoir peut-être un wallet MetaMask sans spécialement un Ledger ou un Trust Wallet, voilà, pour des choses du quotidien très faciles d'accès. T'as pas besoin du Ledger avec toi, ou t'as pas énormément de fonds. Pourquoi pas avoir un autre wallet où tu as dû relier un Ledger, et là, un Ledger que tu as relié à MetaMask plutôt dans ce sens-là. Et là, tu vas avoir des choses où tu fais des opérations peut-être moins quotidiennes, et tu vas déjà avoir plus de sécurité. Et puis pourquoi pas un troisième wallet où là, tu n'interagis quasi jamais avec la DeFi, qui te sert juste de dépôt, par exemple, et qui, lui, peut être, par exemple, avec un 25e lot. Tu vois, ça peut être aussi une granularité comme ça, avec ou pas. Pour le coup, il faudrait 2 wallets avec un Ledger, donc c'est aussi, il y a une question de coût. Mais tu vois, ça peut être aussi une granularité comme ça en termes de spread, de diversification et de protection, quoi. Ne peut-être pas tout avoir sur un même wallet, tu vois. Oui, au final, en fait, on en revient au même que sur les plateformes. C'est toujours une question de se diversifier pour, en cas de souci, éviter de tout avoir perdu. Que ce soit à niveau donc sécurité ou que ce soit à niveau plateforme. C'est ça. Oui, et puis parce que même si tu as ton MetaMask, il est potentiellement plus faillible que si tu utilises ton MetaMask et une Ledger. Ok, très bien. Mais après, tu utilises un Ledger, mais tu vas sur un mauvais smart contract et qui te siphonne tout. Bon, c'est un autre problème. Alors, et donc, si tu as un troisième wallet où lui, tu es juste sur un Ledger, ou autre marque d'ailleurs, mais on va dire Ledger, vu qu'on a commencé avec ça, et puis en tant que Français, ça reste bien de parler de boîte française. Il faut soutenir. Oui, et puis de manière générale, à mon sens, Ledger aujourd'hui reste le plus facile d'utilisation et les plus innovants, donc ça reste cool et au-delà du côté français. Et en tout cas, wallet, Ledger ou autre, avoir un Ledger qui n'interagit jamais avec la DeFi. Au moins, tu es sûr que sur ce Ledger, tu n'auras jamais de problème de smart contract, tu vois, par exemple. Oui, en fait, avoir... Ça peut être aussi une granularité comme ça, ouais. Avoir un wallet, en fait, où il servirait juste à faire un transfert de fonds entre nos autres wallets, qui lui n'interagirait avec, exactement, en fait, aucun smart contract. C'est ton coffre-fort, quoi. Voilà, oui. Mais ça, tu vois, c'est valable quand tu as une vision long terme, que tu sais que tu veux garder des cryptos sur le long terme, que tu veux les conserver, que tu n'as pas besoin de faire de l'achat-revente au quotidien. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, une granularité aussi en fonction de tes wallets et puis surtout en fonction de ce que les gens veulent et de leur vision court-termiste, moyen terme ou long terme, tu vois. Automatiquement, si tu arrives dans la crypto pour essayer de faire un x100 rapidement, alors globalement on est en plein bear market, c'est pas le bon moment, mais en plein bull market, tu peux très bien faire des coups comme ça en un mois ou deux, ou même plus vite que ça. Moi j'ai vu des gens faire des x100 en littéralement moins d'une journée. Bon voilà, ok, tu vas faire des coups comme ça, mais du coup t'as pas une vision long terme. Ton but c'est d'arriver, je prends de l'argent et puis je repars. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucun intérêt à ces gens-là de faire un ledger, tu vois, tout ça. Donc je pense qu'encore une fois, on en revient, tout dépend de la vision d'investissement. Pour des gens qui veulent investir un peu comme ce que tu fais toi sur du moyen-long terme, oui, c'est intéressant à mon sens de mettre peut-être une stratégie de protection et de diversification avec une granularité en fonction des interactions que tu vas faire. J'interagis avec du smart contract, je reçois juste des tokens, tu vois. Donc, ouais. Oui, très intéressant de ce côté-là, ce que tu viens de raconter. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, cool. Je pense non, mais... Juste se protéger sans tomber dans une paranoïa, mais c'est compliqué parce que dans la crypto, il y a tellement de choses qui arrivent tous les jours, de moins en moins. Il y a en 2015-2016, c'était le Far West. Là, on est quand même sur des choses où on est un peu plus serein, on va dire, mais il y a quand même des choses qui arrivent tous les jours. Donc, en fonction de l'appétence au risque et de... tu vois, des gens qui, encore une fois, vont arriver sur la DeFi juste pour interagir avec le RNM, avoir des tokens Realty et de temps en temps faire un dépôt sur AV. Bon, a priori, il y a très peu de risques qu'il se passe quelque chose. Je touche du bois, mais il y a des contrats sont audités, il n'y a pas de choses. Voilà. Mais si tu vas sur des projets un peu plus sombres, sur Polygon ou sur la Binance Smart Chain, bon, il peut y avoir des smart contracts qui sont un peu plus compliqués, vérolés ou problématiques. Donc, encore une fois, on en revient à qu'est-ce que les gens veulent faire et quel est le profil, tu vois. Oui, et chose d'ailleurs que j'ai remarqué aussi qu'il peut y avoir comme problème, c'est que bien souvent, on trouve sur nos portefeuilles des tokens qu'on ne connaît pas du tout. Et jamais interagir avec. Voilà, et généralement, ceux qui interagissent avec, c'est là où ils perdent leurs fonds, parce qu'en fait, le smart contract n'était pas pour leur donner de l'argent, mais en fait pour siphonner leur wallet. C'est intéressant que tu mettes ça sur la table, c'est pour ça que si tu as des questions, parce que c'est compliqué des fois de survoler des choses qui arrivent tous les jours. Quand en fait les hackers remarquent un peu les pratiques que tu as d'utilisation. En fait, vu que la blockchain est ouverte, ils arrivent à scanner et regarder telle wallet a beaucoup de NFT, s'intéresse aux NFT, très bien. Moi par exemple, j'ai pas mal de NFT. Je reçois
pas quotidiennement, mais on va dire hebdomadairement, je reçois des NFT sur OpenSea. Je vois, j'ai de nouveaux NFT. Ça, c'est pareil qu'un token, c'est-à-dire que les NFT, les gens espèrent que tu vas le revendre ou juste l'envoyer. Tu n'as même pas besoin d'essayer de le revendre. Un NFT, en l'occurrence, tu te dis, tiens, je l'envoie sur un autre wallet. Le fait que tu interagisses avec ce NFT va te siphonner. Alors, je crois que, en tout cas, de mémoire, ça dépend des smart contracts, mais il y en a qui vont juste siphonner tes autres NFT, il y en a qui vont siphonner tout l'argent, il y en a qui vont vider le wallet. Donc, ça dépend après, mais du coup, par principe, si tu vois un nouveau token ou un nouveau NFT que tu ne connais pas, et n'y touche pas. Tu n'y touches pas. De manière générale, souvent les plateformes, en tout cas les MetaMask, Trust Wallet, même les portfolios qui permettent de lire les tokens, souvent ils les désindexent, donc en fait tu les vois pas sur ces types de plateformes. Souvent MetaMask, ils vont te l'afficher un peu, mais dès que tu vois que c'est un contrat qui est fraudulent, ils ne l'affichent plus dans le wallet. Le token est toujours existant parce qu'il est là, mais en tout cas tu le vois plus. Donc oui, de manière générale, on n'interagit pas avec des choses si on n'est pas sûr à 100% de ce que c'est. Après, des fois, on reçoit des airdrops qui sont pour le coup un vrai airdrop parce qu'on interagit avec le contrat. De manière générale, on le sait. Si tu as interagi avec Uniswap et que d'un coup tu reçois un airdrop d'Uni, surtout quand le même jour toute la toile, tout Internet et tout Twitter parle de ça, a priori oui, c'est bien ce contrat-là. Dans tous les cas, ça vaut le coup d'aller vérifier le contrat du token qui a été airdroppé pour voir si c'est bien le même que tu as. Donc c'est aussi une sécurisation en plus. Au moins, tu compares, ok, c'est le même contrat, c'est bien ce token-là, je peux. Mais si tu n'as jamais fait d'airdrop, jamais interagi avec une chaîne ou un token, et que tu le connais de nulle part, n'y touche pas, juste on évite, voilà. Oui, on évite d'interagir avec. Il n'y a pas d'argent magique, hein. La crypto, on peut faire de l'argent rapidement, oui, facilement avec des guillemets, mais pourquoi pas, en tout cas peut-être plus facilement que dans le monde traditionnel. Maintenant, il n'y a pas d'argent magique. Si tu reçois, d'un coup, tu te réveilles lundi matin et que tu as 3 millions de dollars d'un token qui est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, je pense qu'il faut aussi être raisonnable et se dire que ça n'existe pas, en fait. Donc après, l'appât du gain, on a tous entendu des gens devenir millionnaires avec la crypto, donc on se dit, peut-être que c'est ça, c'est mon tour. Je pense qu'après, il faut aussi être un peu les pieds sur terre et recevoir un airdrop qui vaut 1000, 2000, qui est déjà une énorme somme. Hein. Oui. Ça arrive, on l'a vu avec Uniswap, ça a été le cas, avec Aptos dernièrement, je sais plus, je crois qu'il y a Optimism, ou je sais plus, moi je suis pas quelqu'un qui court après les airdrops, mais donc il y en a, mais voilà, ils sont connus, c'est des chaînes connues, souvent pour le faire, tu as fait des actions bien précises pour pouvoir y avoir accès, donc tu sais que tu vas recevoir ces tokens-là, ou en tout cas que tu prends la chance de les recevoir. Maintenant, un token inconnu, non, on n'y touche pas, on évite, ou en tout cas on se renseigne au maximum. On analyse le contrat, on en parle autour de nous, on interroge des groupes Telegram, sur Twitter, bref, on interroge des gens qui sont dans le monde de la crypto pour avoir un retour. Et en fonction des retours, on avise, mais de but en blanc, on n'y touche pas. Oui, justement, parce que moi, je vois par exemple sur mon portefeuille MetaMask, j'ai énormément, très peu d'NFT pour ma part qui m'ont été envoyés, mais j'ai énormément de tokens où justement, si je regarde, je suis plus que millionnaire sur MetaMask. Oui. Il faut pas. C'est là où justement il faut à un moment se poser les bonnes questions. Comme tu dis, il n'y a pas d'argent magique. Même si on peut faire aussi de très gros gains en crypto, on peut surtout perdre aussi beaucoup d'argent. Et dans ces cas-là, justement, c'est des gros montants, mais qui vont faire qu'on va perdre tout notre argent. Oui, c'est ça. C'est l'appât du gain, en fait. Les gens essayent de se dire, on envoie tant de tokens à millions de personnes. Il y en a bien quelques-uns qui vont interagir et puis les gens récupèrent de l'argent comme ça. C'est un peu ni plus ni moins que les mêmes techniques de spam qu'on a tous reçues et qui maintenant nous paraissent logiques, mais il y a 5-10 ans en arrière, vous avez gagné 1 million d'euros via blablabla, répondez, cliquez sur le lien dans ce mail, combien de gens ont cliqué sur le lien et puis se sont fait hacker une carte de crédit, des comptes en banque, juste des comptes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Les répercussions sont pas nécessairement financières, mais on a tous eu ce genre de spam. Aujourd'hui, je pense que quand on en reçoit, il n'y a aucun doute et a priori, il y a vraiment plus grand monde qui se fait avoir. Je pense que ça existe encore, sinon les gens arrêteraient de faire ça. Les hackers arrêteraient de faire ça, mais il y a 10 ans en arrière, il y avait beaucoup plus de personnes qui cliquaient sur les liens dans ce genre de mail. Donc, c'est juste des bonnes pratiques à avoir qu'on a déjà vécu dans le monde, entre guillemets, traditionnel, mais qui sont évidemment beaucoup plus présents dans la crypto. Et comme l'argent paraît facile, je
je dis bien paraît, il y a beaucoup de gens qui malheureusement se laissent un peu plus tenter et avoir. Ouais. On va dire mon avis personnel, ce que je pense qui est plus facile dans le monde de la blockchain, c'est de disparaître un petit peu avec les fonds qu'on a volés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui et non, après ça dépend des montants, mais évidemment, si tu arrives à hacker des wallets dès que tu dépasses, je ne sais pas, le million, je pense que c'est déjà un peu plus flag parce que les exchanges, tu vois, Binance sont très proactifs, Coinbase pareil, Kraken. Maintenant, vu que la blockchain aussi est transparente, tu retrouves très facilement aussi les hacks et par quoi ça a transité. Après, tu as toujours des plateformes comme Tornado Cash ou choses comme ça qui peuvent te permettre de mixer, donc de ressortir. Maintenant, ça reste quand même compliqué parce que tout est traçable et que tu as des boîtes qui se spécialisent dans le fait de tracer. Mais évidemment, c'est plus traçable. Mais en même temps, quand quelqu'un clique sur un email, un spam, clique sur le lien de cet email et que du coup, ça donne l'accès à ton password, tes données, voire un accès à la carte de crédit. Le hacker, le hacker dans ce cas-là, qui utilise ta carte de crédit pour envoyer des trucs dans un pays autre que la France et autre qu'en Europe. Il y a peu de chances qu'il soit retrouvé. Peut-être que toi, ton assurance va te rembourser. Peut-être. Peut-être pas. Et ça dépend des montants. Et donc, dans tous les cas, le risque est quand même présent, tu vois. C'est-à-dire que tu peux toujours... Mais dans la blockchain, c'est évidemment plus facile. Tout est anonymisé. Donc, c'est un peu plus facile. Mais il faut savoir que les exchanges, quand même, travaillent sur ça. Et donc, il y a quand même beaucoup moins de hacks aujourd'hui qu'en 2015-2016. Parce que les gens sont retrouvés. Et dans tous les cas, les gens qui hackent aujourd'hui ont du mal. Là, je sais plus, il y a un mois, il y a quelqu'un qui a hacké, je sais plus quoi, sur Solana. Et a priori, il se retrouve bloqué parce que le wallet, il a été tracé de partout. Et du coup, l'argent est là. Il a bien volé, il a bien fait son truc. Mais a priori, il n'arrive pas à sortir son argent. Donc, ça n'empêche pas le hack, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent dans l'histoire, mais lui n'en fera rien. Donc, si tu veux, si les hackers se retrouvent bloqués comme ça va aussi... en tout cas, les hacks seront de moins grande ampleur et ouais. Oui, il n'y aura plus d'utilité au final à hacker en fait un portefeuille, puisque les fonds, on n'arrivera plus à les ressortir aussi facilement. En tout cas, avec des millions, on n'arrivera plus sur des gens qui vont hacker un portefeuille 1000, 2000. Ça sortira toujours. C'est trop petit pour que ce soit vu en fait. Oui, mais au final, c'est pour ça que c'est la limite. Et c'est pour ça que c'est dommage parce que c'est la majorité des gens qui sont dans la crypto. C'est pas des gens qui sont millionnaires. C'est quand même il y a une partie, mais la grande majorité sont des gens qui ont entre 5 et 50 000, je crois, dollars de valeur. Ça, c'est la grande majorité. Donc, si tu veux, sur ces valeurs-là, qui sont déjà grandes, il y a très peu de risques. Les gens vont pas aller tracer ça, en fait. Les exchanges, c'est quand c'est flagrant, quand t'es sur du million, en fait. Donc, il y a toujours un risque, malheureusement, et les hackers vont toujours aller sur ce type de plateforme. C'est pour ça que tu as toujours aussi, des fois, des vidéos. Moi, je comprends pas comment les gens peuvent continuer à se faire avoir, mais c'est une question d'éducation, justement, je pense. Envoyer un bitcoin à telle adresse et on vous renvoie deux. Ce type de choses que tu vois des fois sur YouTube en termes de pub, sur Twitter, comme ça, il y en a tous les jours. Et il y a tous les jours des gens qui sont à voir. Et ça, c'est pas tracé, hein. Ça, c'est pas retrouvable. Les hackers arrivent à partir avec ça parce que c'est pas des trop grosses sommes. Mais au final, est-ce que ça revient pas un petit peu à certains styles de plateformes où tu investis dessus et ils te promettent justement un rendement très intéressant et au final, en fait, ça tient un moment et après tu te fais avoir. Les gens, peut-être qu'en voyant ce style de plateforme, se disent tiens, peut-être que si j'envoie un bitcoin, je vais recevoir un autre, mais par contre, je le refais pas derrière parce que potentiellement, ça va pas marcher. Il y a toujours, je pense, par exemple, ce côté humain avec l'aspect du gain. L'humain est trop greed en français. T'as trop d'envie, tu en veux toujours plus en fait, et tu sais pas t'arrêter. Et du coup, la crypto a vraiment mis ça un peu à son paroxysme, ce qui est bien et pas bien. D'ailleurs, ça a permis à plein de populations de pouvoir avoir un accès à de la finance et à de l'investissement. Et puis à l'inverse, ça a aussi fait en sorte que des gens en veulent toujours plus et du coup à l'arrivée perdre beaucoup plus que ce qu'ils avaient investi au départ. Et ça après c'est propre de l'humain, ça c'est pas la crypto spécialement qui va changer ça en fait. Non, peu importe la technologie. Il y a des facilités, ouais. Voilà, peu importe à mon avis ce qui se passe, on peut voir les arnaques, comme tu dis, par email, par message. On reçoit toujours des messages avec des liens, des mails avec des liens frauduleux. Maintenant c'est sur la crypto. Peut-être que demain ce sera sur un autre système, mais voilà, il y a toujours ce côté où il y aura toujours des arnaques et c'est forcément à nous de faire plus attention. Après, chose d'ailleurs que je voulais parler là-dessus en parlant de tout ce qui va être mot de passe, de protection, il y a beaucoup de personnes qui sont sur plusieurs plateformes,
Mais chose qu'il faut dire aussi, c'est de jamais mettre forcément les mêmes mots de passe sur toutes les plateformes. Oui, en gros, c'est vrai qu'on avait parlé un peu de ça et là on s'est un peu éloigné du sujet sécurisation. En gros, l'idée quand je parlais de bonnes pratiques, c'est que sur la blockchain, il faut avoir les mêmes pratiques que tu es censé avoir sur Internet depuis, on va dire, 10 ans en étant court, 20 ans pour les plus anciens qui ont commencé il y a une vingtaine d'années. En gros, il y a toujours les hacks, les scammers, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et je pense qu'il faut aussi faire avec, mais il faut justement avoir des bonnes pratiques. Ne jamais utiliser le même password sur le même site web ou sur tous les sites web, le même password sur tous les sites web plutôt, excuse-moi. Ça paraît logique, moi ça me paraît clair comme de l'eau de source, mais pour autant dans mon entourage je vois plein de gens, ma meilleure amie elle a le même password partout, j'ai beau lui répéter tous les jours que c'est pas, alors elle est pas du tout un crypto donc bon, elle est pas affectée spécialement, mais j'ai beau lui dire que c'est quand même compliqué en termes de sécurité, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc si tu veux, moi ça me désole quand je vois ça parce que je comprends pas, mais du coup je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. Et donc ça, c'est un vrai... en tout cas, dès que tu commences à aller dans la crypto, c'est un vrai point négatif à changer de suite parce que il y a combien... Tous les sites se font hacker tous les jours. Il y a des hacks tous les jours. Ledger s'est fait hacker, le site web. Donc malheureusement, on sait les répercussions que ça a pu avoir. Donc si tu as le même password partout, les gens arrivent sur ton Binance et on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire sur... Voilà, donc ça c'est un premier point, ne jamais avoir le même password sur le même site web, au moins sur tes sites financiers, si c'est que ça. Aujourd'hui, un gestionnaire de mots de passe, tu en as des gratuits. Tu as Bitwarden qui est complètement gratuit pour un utilisateur. Donc voilà, c'est pas. Puis après, tu en as des payants, c'est une quarantaine d'euros à l'année. Si tu commences à investir en crypto, ça vaut peut-être le coup d'investir sur un gestionnaire de password, de mots de passe en parallèle. Ça, c'est le premier point. Moi, je vais un peu plus loin où j'ai un email d'alias différent pour à peu près pas tous les sites web, mais dès que je fais un achat sur un site que je connais pas trop, où je veux acheter des paires de chaussures ou des choses comme ça, j'utilise jamais mon mail normal, j'ai un alias. Du coup, si ce site se fait hacker ou quoi que ce soit qui arrive, déjà c'est pas le même mot de passe, mais en plus l'email n'est pas relié à moi, donc il n'y a jamais de risque que mes données qui sont utilisées sur d'autres sites soient les mêmes. Ça c'est un peu plus contraignant parce que les sites qui proposent ce genre de service sont tous payants et pour le coup c'est peut-être moins utile qu'un gestionnaire de mots de passe, mais c'est quelque chose à prendre en considération quand même. Ça peut être une manière de se protéger encore en plus. Évidemment par message privé, choses comme ça, on ne paye jamais sur un lien. Par email pareil. Et puis c'est à peu près ça, mais après le reste ça me paraît être du bon sens et de la protection classique sur Internet. Maintenant oui, c'est vrai que c'est des pratiques qui ne sont pas utilisées tout le temps, donc mot de passe différent sur tous les sites web. Si on peut avoir au moins 2-3 adresses avec lesquelles on peut jouer, une pour tout ce qui est finance, une pour tout ce qui est shopping par exemple, une pour ce qui est personnel, et puis une autre qui est un peu poubelle quand on s'inscrit sur un site où on est obligé de s'inscrire, mais on ne sait pas vraiment le site, on ne le connaît pas, pourquoi pas avoir un email poubelle. Ça peut être compliqué à gérer d'avoir déjà 4-5 emails différents. C'est pour ça que les alias, ça peut être une manière un peu plus facile. Tu as un seul email d'arrivée, mais tu as plein d'alias. Pareil, je pourrais vous donner des liens, les gens iront voir, regarder. Mais ça peut être aussi une bonne pratique, au moins, peu importe le site qui se fait hacker, c'est jamais le bon mot de passe, c'est jamais la même adresse email. Tu n'as aucun risque qu'on remonte vers toi. De la double authentification sur tous les sites financiers, à minima, si c'est pas tous les sites tout court, et de la double authentification pas par SMS. Nous en Europe, on est globalement protégé par tout ce qui s'appelle du swap SIM ou SIM swap, je crois que c'est SIM swap en anglais, parce que nous, nos opérateurs sont quand même plus protégés qu'aux États-Unis, mais en Amérique du Nord, tu peux faire un SIM swap très facilement. Et du coup, si ton authentification elle passe par tes SMS, là-bas le hack est beaucoup plus facile. En Europe, on est protégé, donc à minima faire une double authentification par SMS, mais c'est quand même mieux d'utiliser du Google Authentificator, du OT ou choses comme ça. Ça partout. Oui, et c'est à peu près ça. L'inconvénient du SMS, alors moi justement j'ai fait l'essai avec le téléphone d'un ami, je connaissais donc où il habitait, je connaissais sa ligne téléphonique, je connaissais toutes ses informations. J'ai appelé son service client et je me suis fait passer pour lui pour me faire envoyer une carte SIM en disant que j'avais perdu la mienne. Ça a marché ? Et ça a marché. Ah ok. Donc, tu vois, moi je pensais qu'en Europe on était globalement protégé. Voilà. Non, ça a fonctionné. Alors je dirais pas l'opérateur, mais ça a fonctionné. Donc potentiellement, si j'avais voulu justement le hacker ou faire quoi que ce soit, je pouvais du coup avoir son numéro de téléphone, donc la carte SIM, et à ce moment-là, en fait, l'authentification à 2 facteurs avec le message
ça n'a aucune valeur. Ouais, tu vois, donc c'est très bien que tu dis ça. Moi, je trouvais qu'en Europe, globalement, sans rentrer sur une paranoïa extrême, on est quand même plus protégé qu'en Amérique du Nord. Ça, c'est une certitude. Maintenant, vu que toi, tu l'as fait, c'était pas tant que ça une certitude au final. Alors, donc oui, il y a quand même... authentification par Google Authentificator. Il y a quand même le fait, c'est que je connaissais la personne. Donc là, ça va être peut-être un petit peu plus dur, à moins que sur un site, on ait donné un maximum de données nous concernant. Mais voilà, c'est toujours quelque chose où maintenant, je commence à me méfier. J'ai voulu faire l'essai parce que j'en avais entendu parler. Je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de voir. Et effectivement, pour avoir vu que ça fonctionnait, que j'arrivais à avoir une carte SIM, c'est pour ça que j'en profite pour en parler justement maintenant, pour dire qu'il faut éviter l'authentification justement par SMS. Oui, moi je pense qu'il faut l'éviter, mais si tu n'as que ça à l'instant T, ça reste mieux que rien du tout. C'est toujours mieux que rien du tout, par contre. Et toujours en gardant en tête pour des gens qui sont européens, des gens qui t'écoutent par exemple du Canada, du Québec ou même d'ailleurs, voilà. En Asie, je connais pas assez le fonctionnement, donc je pourrais pas me prononcer, mais en Amérique du Nord, c'est très très facile de faire un SIM swap, tu peux le faire en 5 minutes, voilà. Du coup, à éviter vraiment, si tu es en Amérique du Nord, tu évites, c'est automatiquement du OT ou Google Authentificator, ou même Microsoft Authentificator, il y en a plein, peu importe, mais en tout cas, quelque chose qui permette de faire ça, en gardant aussi en tête que tu vois des Google Authenticator c'est très bien, mais si tu perds ton téléphone, tu n'as aucun moyen de récupérer, à part si normalement tu es censé garder les QR codes ou les clés qu'on te donne au moment de la double authentification, mais si les gens ne l'ont pas gardé, Google Authentificator a un problème parce que tu ne peux pas récupérer les données. Donc moi je préfère OT pour ça, où tu désactives constamment le fait que tu puisses l'utiliser sur 2 téléphones en même temps, mais tu as un backup en fait malgré tout qui est natif, qui est enregistré. Alors moi en l'occurrence sur iPhone c'est enregistré dans iCloud. Si je change d'iPhone, je perds mon iPhone, je peux récupérer mes doubles identifications. Jusqu'à maintenant ils n'ont jamais souffert de hack ou choses comme ça. C'est une faille supplémentaire parce qu'il y a une sauvegarde quelque part qui est encryptée, mais qui est, voilà. Jusqu'à maintenant, de toute l'histoire, je pense que ça a 10 ans aussi, ils ne se sont jamais fait hacker. Donc, a priori, c'est safe. Mais à garder ça en tête. Le plus safe dans ces choses-là, alors là, pour le coup, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas, en tout cas, parce que je ne l'utilise pas moi, personnellement. Tu as des clés d'authentification. Tu as YubiKey, qui est la plus connue. Ça ne coûte pas très cher, hein, c'est une trentaine d'euros. Alors, toujours pareil, le pas très cher... c'est propre à chacun, mais c'est une trentaine d'euros. Ça peut être, tu as une authentification via empreinte digitale, et du coup ça tu en as en Bluetooth et tu en as en USB-C et USB normal. Tu mets ça dans ton ordinateur. Quand tu as la double authentification, tu mets juste ton pouce et automatiquement ça fait la double authentification par ton empreinte digitale. Donc ça va encore un peu plus loin parce que du coup tes clés d'authentification sont stockées un peu comme une ledger en fait sur la clé YubiKey. Donc c'est un peu comme Ledger et MetaMask, quoi. Oui, après là ça reste par contre pareil, c'est en cas de perte de la clé où il y a problème. Ouais, alors justement là je sais pas trop, moi j'utilise pas ça personnellement. Je crois qu'à chaque fois que tu achètes une YubiKey, t'en as une deuxième. En fait ça vient toujours par 2, donc on a toujours une en backup. Logiquement c'est des clés que tu laisses chez toi, t'es pas censé les avoir avec toi. En tout cas quand tu voyages tu peux en prendre une en backup, mais je sais pas, là pour le coup je sais que ça existe. Je connais à peu près les prix, je m'y suis intéressé comme ça, mais moi je l'utilise pas au quotidien, j'en ai pas, donc j'ai eu des bons retours, j'ai parlé avec des gens qui utilisaient ça, mais pour le coup c'est pour ça que je disais dès le départ, je connais pas assez pour... c'est compliqué de parler de quelque chose quand tu l'as pas utilisé toi-même, on va dire. Oui, donc, oui. voilà, mais ça existe, pour des gens qui veulent aller sur la sécurisation un peu plus loin. Je pense qu'encore une fois, si tu utilises un alias, tu utilises un mot de passe différent, et tu as plutôt une bonne hygiène sur Internet, tu ne cliques pas sur des liens n'importe comment, des choses comme ça, et tu as une double authentification avec OT ou Google Authentificator. À mon avis, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, c'est déjà bien suffisant et bien mieux que bien des gens. Donc, à mon avis, c'est déjà une bonne manière de se protéger. Ouais. Oui, comme tu dis, déjà, je pense que d'éviter de cliquer sur les liens qu'on ne connaît pas, ça fait déjà beaucoup de choses. Oui, les liens qu'on ne connaît pas. Après, c'est pareil. Ça, c'est des choses qui ont été vues sur des Discord et sur des groupes Telegram. Tu as des hackers qui ont réussi à mettre des hacks dans des photos, donc des gens qui vont télécharger des photos sur des groupes. Il peut y avoir un problème dans la photo, en fait, un truc malsain, un code. C'est un peu complexe parce que je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont réussi qui ont eu des problèmes. Toujours pareil, ça c'est plus sur Android que sur iPhone, parce que sur iPhone, la manière dont le système est fait, c'est toutes les applications sont complètement encapsulées et ne parlent pas les unes aux autres, à part si tu l'autorises toi-même. Du coup, a priori, il y a moins de risques. Sur Android, il y a un peu plus
de permission et du coup, ça amène plus de risques. Alors après, ça peut être mieux sur plein de points, ça peut être moins bien sur d'autres. Android, c'est toujours pour des gens qui connaissent pas très bien, qui vont cliquer justement sur tout et n'importe quoi, qui vont télécharger des applications. Voilà, ça peut être un peu plus compliqué justement sur la notion de sécurité, parce que sur Android, tu peux télécharger toi-même des paquets, des APK, des choses comme ça. Donc si tu veux télécharger un jeu ou des choses, tu laisses aussi plus de risques. Donc c'est pareil, c'est pas des choses à ne pas faire spécialement, mais c'est des choses où si tu télécharges une application, si tu télécharges des choses sur Android, à faire attention parce que tu as plus de risques en fait. Sur iPhone, tu es un peu plus protégé parce que tu n'as pas le droit en fait de faire des choses comme ça. Donc au moins ça te protège à tort ou à raison. Hein. Il y a des débats iPhone, Android, on va pas rentrer là-dedans, mais du coup, Oui, iPhone ça, a c'est ce autre côté où tu es un peu plus protégé. Donc à faire attention aussi quand tu cliques sur un lien, quand tu télécharges une photo sur des groupes Telegram ou voilà. Il peut y avoir des choses malsaines, des malwares en fait. Je sais pas si c'est vraiment un malware, c'est pour ça que je sais pas comment le définir, mais je pourrais essayer de vous retrouver les liens, comme ça tu pourras mettre les articles si tu veux pour que les gens lisent, si ça peut les intéresser. Mais voilà, à éviter. Quand tu es dans un groupe juste de partage que tu connais pas, ne clique jamais, ne télécharge pas des images. Voilà, juste tu l'évites au maximum. Oui, d'éviter justement tous les potentiels risques qu'on peut avoir. En fait, la base, on va dire, de la sécurité, ça reste le comportement qu'on a chacun envers l'utilisation de diverses applications, de la technologie actuelle, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on en revient aux bonnes pratiques. Je pense qu'il faut juste être logique sur Internet et sur tes pratiques, comme tu l'es dans la rue, tu vois. Par principe, dans la rue, a priori, tu vas pas parler à un inconnu. Alors, tu peux donner l'heure en fonction des indications, mais par principe et par... tu vois, la nuit, dans une rue, tout seul et tout, a priori, tu as des choses où ton instinct va te dire, a priori, ça sent pas bon. On devrait un peu avoir le même instinct sur Internet, mais on l'a beaucoup moins parce que y a un écran, parce qu'il y a plein de choses. On n'a pas l'instinct se déclenche pas de la même manière. Donc, c'est juste des bonnes pratiques de se dire, moi, il y a quelqu'un qui vient me parler sur Telegram, je connais pas cette personne. Bon, a priori, tu peux répondre si vraiment c'est un message, peut-être que c'est quelqu'un que tu as rencontré quelque part, pourquoi pas, mais dès que cette personne a un lien qui est envoyé ou choses comme ça, tu évites. Si tu viens de poser une question dans un groupe Telegram, voilà, j'ai un problème avec ça, les gars, j'aimerais bien, est-ce que vous avez un retour sur ça, et que tu commences à recevoir des messages de support ou choses comme ça en privé, tu bloques de suite, parce que ça, c'est sûr que c'est lié à ce que tu viens de poster, et c'est le meilleur moyen de se faire avoir. En fait, c'est juste de se dire que par principe, tu ne crois personne sur Internet, et donc tu te protèges comme ça, et puis moi je pars plus de ce principe-là, quoi. Oui, je pense que... Tu ne crois rien de ce que tu reçois, et puis en fonction, tu fais ta recherche, et tu te rends compte que, ah oui, ok, c'est bon, je peux y aller, je crois. Tu débloques en fait des autorisations en fonction de la discussion, de ce que tu vois, des retours que tu as eu d'autres personnes, et du coup, mais par principe, par essence, tu crois personne, tu ne cliques sur aucun lien, voilà. Oui, voilà, on reste sur le fait, en fait, de toujours faire attention à ce qu'on fait, de se protéger quand même du coup au minimum, que ce soit comme on disait donc mot de passe, que ce soit donc clé de sécurité. Après tout dépend du fonction de peur qu'on a et du fonction de protection qu'on a envie d'avoir, mais voilà, que ce soit les liens, que ce soit les groupes, que ce soit au final tout, ça reste basé sur nous et sur le fait qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait, même si ça reste du virtuel. Voilà, au final c'est, je pense, peut-être même le problème. Le fait que ce soit virtuel, le fait qu'on n'a pas les mêmes émotions que comme tu décrivais tout à l'heure, le fait d'être dans une rue le soir, tu vois quelqu'un, ça peut te paraître un peu louche, tu as peut-être le cœur qui va s'emballer, tu vas avoir les vraies émotions. Là, le fait d'être sur le virtuel, derrière un écran d'ordinateur ou derrière un écran de téléphone, fait que tu as peut-être moins peur, mais pour autant, les risques sont bel et bien présents. C'est ça, c'est que je pense que le virtuel amène énormément de choses positives, mais il y a aussi... ça amène beaucoup de négatifs et je pense peut-être de la naïveté ou je sais pas si c'est le bon mot, tu vois, mais et puis après il y a aussi une question d'émotion. Souvent les gens ne savent pas, moi j'ai vu beaucoup de retours d'expérience de gens qui se sont fait vider leur wallet, ils se rendent pas compte qu'en fait oui ils ont cliqué sur des liens. Du coup il y a des gens qui vont, tu vois, tu as peur, tu vois que tu as je sais pas, t'as cliqué sur un truc sur ton wallet ou t'as eu peur d'un coup, tu vas sur un groupe d'aide lié à ce wallet ou lié à ce smart contract ou à ce projet, quoi que ce soit, tu demandes de l'aide parce que tu es un peu en panique. D'un coup, tu reçois des messages qui te disent qu'ils vont t'aider, mais comme tu es toujours un peu en panique, tu vas cliquer. En fait, c'est de l'émotion, c'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre du recul quand tu fais de l'investissement, quand tu reçois des tokens, quand tu reçois un email avec quelque chose qui te paraît trop beau. C'est toujours un peu le côté émotionnel. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus
justement dans cette émotion, qui vont beaucoup plus croire ce qu'ils viennent de lire, des choses comme ça. Et je pense qu'il faut toujours prendre du recul sur est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, est-ce que c'est vraiment une équipe qui est là pour m'aider, est-ce que c'est tout ça, parce que le problème c'est qu'un mauvais clic, tu peux tout perdre en fait, tu peux perdre tous tes fonds, mais parce que souvent c'est de l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a un problème à un instant T, il y a du FOMO, il y a il y a un projet crypto qui sort tel truc, il faut acheter maintenant, et puis tu as un site miroir qui a été fait par des hackers, tu arrives sur ce site miroir, ça te dit que pour te connecter, il faut que tu mettes tes 24 mots, tu es dans l'émotion, tu fais pas attention, tu vas acheter parce que le projet est trop beau, tu mets tes 24 mots et tu te fais tout siphonner. En fait, c'est toujours de l'émotion, et du coup, il faut toujours un peu être très serein, être très... donc toujours savoir pourquoi t'investis, pourquoi tu fais ça, pourquoi quand tu as un problème X ou Y, demande de l'aide, mais sois un peu rationnel. Essayer de pas justement être trop dans l'émotion, parce qu'en effet, dans la vie réelle, ton émotion, elle peut être bonne ou négative, mais justement, elle est liée à de l'intuition, comme tu as dit, ton cœur s'emballe, voilà, à tort ou à raison, mais en tout cas, tu as des alertes, des signaux d'alerte qui vont te mettre plus en alerte. Donc, tu es dans la rue la nuit, tu as quelqu'un qui vient vers toi, tu te mets en mode un peu défense parce que je sais pas ce qui arrive, ça veut pas dire que la personne va te faire du mal ou quoi que ce soit, mais au moins, tu as un peu ce côté, je me mets en mode défense, au final, cette personne vient de parler, tout va bien, c'est chill, bon, bah, ok, il n'y a rien, mais tu as eu un peu un coup de pression, et du coup, tu t'es conditionné. Le problème, c'est que sur Internet, tu ne te conditionnes pas, en fait. La plupart des gens sont juste dans l'émotion pure, et il n'y a pas de conditionnement, et donc et c'est malheureusement comme ça qu'on fait des erreurs. On clique sur un lien, on a tout perdu, qu'on achète quand c'est trop parce qu'il y a une forme de FOMO et qu'au final on a tout perdu aussi. Bon, là c'est autre chose, mais c'est toujours ce côté émotionnel qui voilà. Donc je pense que dans la crypto, il faut essayer d'avoir un plan d'action qui va justement aussi te protéger de tes émotions, au-delà de la sécurisation et tout intrinsèque, quoi. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, dans les investissements en général, justement, on dit toujours de mettre de côté ses émotions, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans la bourse ou quoi que ce soit. Faut arriver à dissocier le côté investir et le côté émotion, parce que c'est généralement là où on fait les mauvais choix, et en parlant juste investissement, c'est généralement là où on perd des fonds. Au final, ça reste la même chose du coup niveau sécurité, niveau investissement, les deux sont liés. Oui, on est toujours, de toute façon, c'est nos émotions qui nous contrôlent. Donc le problème, c'est que quand tu joues avec de l'argent, ou voilà, oui, il faut toujours essayer de les mettre de côté au maximum. Mais souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de revenir à son plan d'action, je me suis sécurisé comme ça, ok, je prends pas le risque de tout perdre en cliquant sur un lien parce que j'ai une émotion qui est là. C'est juste essayer de prendre du recul, en fait. Et je pense que ça vient avec l'expérience, mais ça vient aussi avec peut-être justement des retours d'expérience de personnes qui vont te dire ah oui, ok, ne clique jamais sur un lien quand tu reçois un message privé, vérifie toujours les transactions que tu signes, essaye de limiter le risque quand tu fais des autorisations. Je pense que quand tu commences à mettre ça en place, toutes ces petites barrières vont aussi contrôler tes émotions, parce que du coup ton cerveau va se conditionner, ah ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et du coup ça aussi ça te sérénise, en fait. Tu es un peu plus serein en face de ça, et tes émotions sont beaucoup moins présentes, en fait, parce que tu as mis des sécurités, parce que tu as mis des actions, parce que tu as mis un workflow, en fait, une manière de faire qui fait que tout ça bloque un peu justement une place à trop d'émotions, quoi. Oui, ça va être le fait de prendre certaines habitudes pour interagir sur Internet. Exactement. On a bien développé un petit peu le sujet sécurité, justement, Internet, blockchain, enfin du coup, en généralité, que ce soit vis-à-vis des investissements ou vis-à-vis même de soi perso, de nos propres données personnelles. Ouais, on s'est un petit peu éloigné sur ce sujet, désolé, je parle beaucoup, mais en tout cas, ouais, je pense que c'est ça. Très, très content d'avoir pu parler avec toi justement sur ce sujet, tu vois, plein de choses intéressantes. Avec plaisir, j'espère que j'ai pas été trop long et trop embêtant. Non, je pense que justement, au niveau sécurité, il n'y a pas d'être trop long, il faut justement à un moment prendre le temps, parler sécurité, car c'est quelque chose quand même qui reste assez important. Au final, on investit, comme on dit, l'argent qu'on est prêt à perdre, mais on n'est quand même tous pas réellement prêts à le perdre. C'est toujours bien de se sécuriser du coup et d'en parler, car je trouve qu'au final, il y a peu de vidéos qui parlent de sécurité, beaucoup parlent d'investissement, mais c'est bien d'investir, mais si derrière on n'est pas sécurisé un minimum, on peut tout perdre sans forcément parler de l'investissement en lui-même. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. C'est la première fois que je fais ça sous forme de podcast.
Et si d'ailleurs vous êtes arrivé jusqu'à là, mettez en commentaire le mot Ledger, il y aura une Ledger Nano S à gagner le jour de Noël par tirage au sort. Merci à tous, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton rejoindre, tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne, et pour ça, je t'en remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, qui quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise, ici comme tu peux le voir, et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.